Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Mireille Bédard et Alexandre Charret qui viennent nous présenter le Centre d'apprentissage Santé et rétablissement. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question des personnes toxiques. Notre collaborateur Bernard Saunier vient aussi donner son point de vue sur le Centre d'apprentissage Santé et rétablissement. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Vous écoutez l'émission numéro 804. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. J'accueille maintenant mes invités qui sont Mireille Bédard. Bonjour Mireille. Bonjour Yvan. Et Alexandre Charret. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes tous les deux, vous prenez part au Centre d'apprentissage santé et rétablissement, ce qu'on appelait, quand on s'était parlé, Mireille, le Recovery College, ou en tout cas basé sur ce modèle-là. Exact. On va parler effectivement du Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Si on faisait un petit historique de ce que c'est, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau ici au Québec. Oui, en fait, ce modèle-là, le Recovery College, ça vient de l'Angleterre. En fait, c'est né là. C'est vraiment né de gens qui voulaient offrir des services complémentaires à ce qui s'offre dans les services santé mentale, tout ça, dans le centre hospitalier. Ouais. Donc, c'est dans la communauté. Et ils ont développé ça avec des partenariats. Et c'est un centre où on va étudier. Alors, c'était vraiment une révolution. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit c'était revolution parce que je trouvais ça vraiment nouveau. Et ça a été très vite. Ça a commencé dans 2010-2011 et ça s'est propagé en quelques années. Ils en avaient 40 en Angleterre. Après ça, il y en avait en Irlande, en Écosse, aux États-Unis, en Australie. Il y en avait un dans l'Ouest canadien, je crois. Mais au Québec, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et surtout en français. Oui, exactement. Puis c'est très récent parce que tu as fait partie, en fait, du comité de pilotage du projet, dans les premiers balbutiements du projet. Oui. Donc, ça a vu le jour. Comment ça part? Qui a eu peut-être l'idée de ramener ça ou de le mettre en place? Puis ça prend une volonté, puis ça prend un certain... Oui. En fait, la chercheure, la leader de ce projet-là, c'est Catherine Briand, qui est une chercheure émérite. Elle travaille en ce moment avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et Catherine et une collègue à elle, Mara Piat, qui, elle, était au Douglas, aussi une chercheure. Mara Piat s'intéressait depuis longtemps à ça, à tout ce qui est rétablissement et nouveauté. Catherine aussi. Alors, on a formé une délégation dont je faisais partie, d'autres personnes de différentes organisations, que ce soit le Centre national d'excellence santé mentale, l'Association canadienne de santé mentale aussi. En tout cas, bref, on était une délégation, on est allé visiter des Recovery College en Angleterre pour mieux comprendre comment ça se passait. On a rapporté de la documentation, on a créé des partenariats. Et donc, quand on est revenu ici, ça a été de pouvoir monter ce projet qui est pas petit, là, qui est pas mal grand, qui a énormément de partenaires qui sont impliqués dans ce projet-là. Ouais. Et donc, ça a commencé, comme je dis, la première fois, on était là en 2016 en Angleterre et là, en 2020, 2019 plutôt, ça a ouvert le premier centre d'apprentissage. Et on a bien sûr, comme je disais tantôt, Alexandre Charret, qui est coordonnateur et formateur également. Toi aussi, tu es formatrice, oui. Mireille, donc au Centre d'apprentissage santé et rétablissement. De ton côté, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être pourquoi tu es coordonnateur, pourquoi tu t'intéresses à ce projet? Ça semble vraiment emballant. Un petit parcours atypique de mon côté. Disons que dans les dernières années, j'ai eu à redéfinir mes projets de vie. Alors, j'ai pris du temps pour réfléchir et ce qui ressortait, c'était d'être en relation d'aide. Ouais. Donc, la preuve que de se mettre dans l'action, c'est toujours payant. Alors, de fil en aiguille, je me suis mis à faire du bénévolat. Je me suis impliqué dans l'organisme PASM, ici, qui est un regroupement de parents aidants. Et puis, de fil en aiguille, j'ai retonti dans le projet Recovery College à titre de formateur de départ, dans la première cohorte avec Mireille. Ouais. Et puis, par la suite, j'ai eu l'opportunité de devenir coordonnateur. Et puis, j'ai sauté à pieds joints dans l'opportunité ouais. Parce que c'était un peu comme le disait Mireille. C'est vraiment un projet wow, c'est très inclusif, où on ramène vers l'avant le savoir expérientiel, on croise les savoirs, on co-construit, et jusqu'à un certain point, toutes les opinions se valent. Donc, c'est super intéressant parce qu'à la fin des formations, les gens repartent avec des outils concrets, ça leur permet de cheminer à leur rythme, puis de reprendre espoir, reprendre du pouvoir sur leur vie.
Donc, c'est vraiment un merveilleux projet. C'est comme un environnement de formation. Dans le fond, Oui. c'est ça, tu nous disais avant, c'est un peu comme quelqu'un qui irait à l'université ou qui irait au cégep ou qui prendrait un programme de formation. Et c'est ça la particularité aussi de ce projet-là, c'est qu'on voulait, en tout cas, c'est pas mal partout comme ça, mais nous, on voulait vraiment le modèle dans la communauté et un lieu d'éducation. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est, nos sites, ça va être lié à des cégeps ou des universités, comme la faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal ou le centre d'apprentissage, pas le centre de recherche, mais le centre... L'IFCQ. Oui, merci. Et donc, l'Institut de formation continue. Donc, des lieux où il y a déjà une nature, en tout cas des lieux d'éducation. Et les ouais. gens qui vont là, ce qui est aussi particulier, ce sont tous des étudiants. On n'a pas de diagnostic, on n'est pas des patients parce que les gens qui vont faire partie, les étudiants, ils peuvent provenir d'intervenants en santé mentale, de gestionnaires, de gens un citoyen qui se pose des questions, un membre de l'entourage. Donc, c'est ça que disait Alexandre, c'est très inclusif. Et les savoirs sont vraiment partagés et intégrés. Donc, on n'arrive pas comme un cours très traditionnel, formel, dire, bon, ben nous, on a le matériel, on a la connaissance et on vous la transmet. Non. Nous, oui, on a une certaine connaissance, les deux, c'est toujours des duos, hein? Un duo formé d'une personne qui a un savoir expérientiel et d'une autre personne qui a plus un savoir soit clinique ou théorique. Alors, c'est vraiment déjà co-construit tous les cours comme ça. Et ils sont offerts en diade, comme ça. Ouais. Et les gens qui sont dans la classe, on va l'appeler comme ça, là, ils ont tous des expériences différentes, puis ils viennent pour différentes raisons, mais il y a quelque chose qui les rassemble, c'est celui de mieux comprendre et de mieux connaître la santé mentale et leur établissement. Alors, il y a plusieurs types de cours. Et ultimement, est-ce qu'il y a une certification? Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin? Est-ce que c'est un peu comme comparable à une formation que les gens iraient chercher? Hein? En fait, pour ceux qui le désirent, il y a des attestations de formation continue qui sont reconnues par les ordres professionnels en vertu de la loi sur les compétences au Québec. Pour monsieur, madame, tout le monde, si les gens veulent en avoir une, on peut en émettre une à partir du centre d'apprentissage. Mais effectivement, il y a des attestations qui sont remises. Peut-être pour compléter sur ce que Mireille disait par rapport au centre d'apprentissage, ce qui est unique dans notre modèle ici au Québec, c'est que c'est un partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Éducation. Donc, c'est hors établissement de la santé. Puis ça, c'était voulu parce que la donnée probante, les données de recherche indiquaient que pour diminuer l'autostigmatisation et la stigmatisation, les étudiants préféraient être en dehors des établissements de la santé pour pas avoir l'impression d'aller rencontrer son intervenant, son psy, etc. Et en plus, ça leur donne accès à des établissements que bonne partie, je vous dirais, peut-être n'ont jamais la chance de fréquenter ces endroits-là, donc d'avoir accès à des bibliothèques d'une université ou d'un cégep. Donc, c'est vraiment, c'est splendide. Puis, si vous avez la chance d'aller au campus de l'UQTR à Drummondville, c'est magnifique. On donnait une formation l'automne passé, démystifier l'anxiété. Et puis, c'est vitré 3 côtés. Et puis, une petite anecdote, à un moment donné, on a dû arrêter la formation parce qu'il y a eu un coucher de soleil. Puis tous les étudiants se sont levés et ont fait comme « Wow! » Ils étaient chanceux. Hein? C'est pas toujours le cas dans des lieux d'éducation. C'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est un espace qui favorise les apprentissages et l'intégration des savoirs. Puis, je prends... tu me fais penser... faut pas oublier que l'UQTR, justement, est un partenaire majeur dans ce projet-là. Et c'est là qu'est hébergée aussi la chaire de recherche que Catherine Briand mène. Donc, c'est un partenaire autant pour le site que pour d'autres raisons, mais en tout cas, c'est un partenaire d'éducation majeur. L'Université du Québec à Trois-Rivières, ça, l'UQTR, c'est ça? Oui. Il faut dire, c'est ça, dans le fond, le but, je ne sais pas si c'est déjà implanté, mais c'est d'être pas mal partout, c'est de ne pas être centralisé juste à Montréal, à Québec, c'est d'aller dans les régions, en tout cas d'aller vers les gens, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on veut développer des partenariats avec un maximum d'établissements d'enseignement. Donc là, on se dirige vers l'Est. On a débuté à Montréal, on est à Drummondville, on est à Trois-Rivières. On a un projet pilote qui s'en vient avec le Collège Édouard-Montpetit au niveau du volet jeunesse à Longueuil. Et puis, on se dirige lentement vers l'Est, vers Québec, l'Estrie, parce que dans un de nos partenaires, on a le CIUS Mauricie Centre du Québec. On a évidemment le CIUS de l'Est, ici, un partenaire important, entre autres qui héberge le CERIS, le Centre de recherche. Donc, puis, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à ce que les étudiants sont admissibles, entre autres, au niveau de l'inscription, ils ont accès à des bourses. Alors, on a des grands donateurs
qui nous permettent à l'heure actuelle d'octroyer plus d'une 50aine de bourses. Je crois que c'est juste faut le spécifier pour les personnes en rétablissement, je crois. En fait, c'est qu'il y a des critères. Essentiellement, il faut être en situation précaire financière. Donc, c'est indiqué sur le site lorsque les gens s'inscrivent. Il faut une demande de bourse. Puis ensuite de ça, la formation qui est normalement à coût régulier à 110 peut se ramasser à 50 par exemple. Et puis, quand on a des formations, exemple, qui sont à faible coût, grâce aux grands donateurs, dont celle sur la schizophrénie qui va se donner à Drummondville dans la programmation, bien évidemment, là, ça revient à 20 pour assister à une formation. Donc, c'est très abordable là, pour ceux là, qui voudraient y assister. C'est sur combien de temps, les formations? C'est sur plusieurs semaines ou peu comparable à un cours à l'université, par exemple? Ouais. La formule principale, c'est toujours 10 heures, les formations, mais c'est sur 4 semaines à raison de 2h30 par semaine. OK. Il y a différents formats. Il y a un format d'avant-midi, d'après-midi et de soir. Puis on a également un format qui est intensif pour permettre, entre autres, aux intervenants de pouvoir assister, donc, qui est 2 fois 5 heures sur 2 semaines. OK. Donc, on essaie d'être le plus inclusif possible. Présentement, on a ces formats-là. Dans le cadre du projet pilote, on a un format particulier adapté aux étudiants qui est de midi à 14 heures. Mais peut-être qu'éventuellement, dans le futur, on aura des formats plus adaptés là, pour rejoindre un maximum de personnes parce qu'on voulait être sûr de pouvoir inclure exemple, si on a une personne qui vit avec un trouble de santé puis que sa médication lui empêche d'être là tôt ou tard le soir, donc on voulait vraiment avoir des plages très variées. Oui. Êtes-vous surpris tous les deux, puis peut-être toi, Mireille, le fait que tu étais là du début, que ça s'est quand même mis en place relativement facilement? Souvent, ce genre de projet-là, on se dit ça aboutit jamais, mais on a l'impression que tout le monde rentre dans la même direction. C'est intéressant. Hein? Je sais qu'en Angleterre, il avait dit, si vous commencez, vous allez voir, vous allez être victime de votre popularité. Okay. Je pense qu'il avait raison, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail derrière ça. Ça s'est fait facilement dans le sens où les gens vraiment avaient envie, croyaient au projet et plein de partenaires se sont joints. Ouais. Il y en a encore qui continuent à vouloir nous rejoindre. Et Catherine, pour ça, était une bonne leader, là, tout à fait. Mais c'est sûr que c'est un projet qui est très novateur et très stimulant pour les gens. Ça les intéresse. Ils disent « Ah oui, j'aime la formule, c'est nouveau. Il y a quelque chose de différent. C'est complémentaire à... C'est comme, mais pas comme. Ouais. » Donc, vous êtes comme à inventer aussi peut-être un nouveau, à l'adapter, mais ça va donner peut-être le modèle québécois. Tu sais, quelque part, c'est peut-être un modèle unique. Là. Oui, tout à fait. Puis en fait, le modèle, là, c'est un changement de paradigme. Puis je m'explique, on n'est pas dans la prise en charge. Non. Donc, le modèle croit que, en fait, la donnée probante le prouve, les recherches le prouvent, c'est que on favorise le rétablissement, mais en accompagnant les gens où ils trouvent leur propre réponse, en cheminement à travers ce qu'on appelle des espaces d'apprentissage. C'est comme suivre un cours, c'est une salle de classe. C'est pas un groupe de soutien, ni un groupe d'entraide. On fait pas de coaching. On s'appelle les formateurs, mais en fait, on est des formateurs, facilitateurs, animateurs, et on échange. Et puis, les gens ressortent avec des outils, c'est très, très pertinent. Donc, on favorise l'autogestion, la reprise du pouvoir d'agir. On permet aux gens de réfléchir pour penser à leur projet de vie, se redonner espoir, redonner un sens à leur souffrance, si on veut, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, mais c'est complémentaire aux services qui existent déjà, là. Puis, le changement de paradigme-là, pour continuer dans c'est que c'est vraiment... c'est un espace de rencontre, d'émergence des savoirs. Oui, parce que tout à fait. c'est parce que là, on parle de l'espoir de se rétablir, tout ça, c'est souvent les personnes qui sont concernées par peut-être des problèmes de santé mentale, mais les gens qui les accompagnent, les membres de l'entourage, les intervenants, pour eux, ils apprennent plein de choses et en plus, ça déstigmatise automatiquement parce que là, tu as un étudiant en face de toi, tu sais pas qu'il a peut-être un problème de santé mentale. On est tous là pour apprendre ensemble. Donc, on n'est pas tous des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou on est tous des bipolaires. Je veux dire, c'est pas ça. Là. C'est une mixité de différents types de personnes. Exactement. Avant de terminer, c'est déjà presque la fin, ça va extrêmement vite. Trop vite. Mais les gens, est-ce que tout le monde est bienvenu à s'inscrire? Et comment ça fonctionne pour pouvoir prendre part à ces... Oui, les formations sont vraiment ouvertes à tous. Et puis, la meilleure façon d'avoir de l'information et de s'inscrire, en fait, c'est via le site web du centre d'apprentissage, via le santérétablissement.com, pardon. Donc, vous tapez ça dans un moteur de recherche, Google, peu importe, santérétablissement.com. Vous allez tomber directement sur la page du site web. Vous avez accès à la programmation détaillée et vous choisissez votre formation, vous vous inscrivez. Tout est indiqué. Là, tout est indiqué. Où est-ce que ça se donne, tout à fait. Tout à fait. Puis il y a beaucoup d'informations sur le modèle, le projet, etc. Donc, tout est là. Merci beaucoup. Donc, Alexandre Charret, coordonnateur et formateur, et Mireille Bédard, membre du comité de pilotage et aussi formatrice, donc du Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. À la prochaine. Merci de l'invitation. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes un autre sujet, un des multiples sujets, mais un sujet je pense que tu n'as jamais abordé, c'est les personnes toxiques. Oui, j'ai déjà parlé de toutes sortes de... toutes sortes de personnes, toutes sortes de traits de caractère. Oui, toutes sortes de troubles de la personnalité, les pervers narcissiques, ça fait pas tellement longtemps. Ouais. Mais je suis tombé sur cet article en question sur l'Internet qui s'appelle « 10 personnes toxiques à éviter à tout prix », en voulant dire 10 sortes de personnes. 10, ça fait qu'on prend des notes, finalement. Oui, prenez des notes. C'est écrit par le docteur Travis Bradbury, qui est co-auteur du livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle », dont j'avais déjà parlé par le passé. En anglais, c'est « Emotional Intelligence 2.0 » même. Alors, il nous dit « La capacité à gérer nos émotions et à rester calme sous la pression a un lien direct avec nos performances. On dit souvent que l'on est le produit des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. » Moi, je l'ignorais, mais apparemment que c'est ça. Si l'une de ces 5 personnes est toxique, vous découvrirez tôt ou tard à quel point cette personne vous empêche d'avancer. Vous ne pouvez pas espérer prendre vos distances avec les personnes toxiques avant de les avoir identifiées. Le plus difficile, c'est de faire la part entre ceux qui sont juste embêtants ou compliqués de ceux qui sont vraiment toxiques. Voici les 10 types de personnes toxiques qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas devenir soi-même toxique. Mon crayon est bien aiguisé, je suis prêt, là. Alors, le premier type de personne, c'est la commère. Oui, la commère, bien noté. Ça peut être un homme commère. Oh, il y en a des commères. Et il y avait Mme Eleanor Roosevelt, épouse de Franklin Delano Roosevelt, qui avait déjà dit « Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. » Ouais. Les commères trouvent leur bonheur dans le malheur des autres. C'est sans doute amusant de chercher le moindre défaut dans la vie personnelle ou professionnelle de quelqu'un au début, mais avec le temps, cela devient fatigant. On commence à se sentir irrespectueux et méchant. Il y a trop de choses positives dans la vie et tellement à apprendre des personnes intéressantes pour perdre son temps à parler du malheur des autres. En fait, c'est le nouveau commérage chez les réseaux sociaux, tu sais, parce que du commérage de fenêtres, il y en avait avant. Avant qu'Internet, mais aujourd'hui, on en offre beaucoup. Il y en avait aussi plus, il y a plusieurs années, dans les lignes ouvertes à la radio. Oui, aussi, aussi. Deuxième type de personne toxique, le caractériel. Certaines personnes ne maîtrisent absolument pas leurs émotions. Elles s'en prennent à vous et projettent leurs émotions sur vous, tout en pensant que c'est vous qui êtes responsable de leur mal-être. Les personnes caractérielles sont difficiles à repousser parce que leur manque de contrôle vous fait culpabiliser. Quand la situation se complique, les personnes caractérielles déversent leurs émotions sur vous. Il faut absolument les éviter. Est-ce que tu en connais des gens comme ça? Ah, sûrement que j'en ai rencontré. Là. Je ne vais pas t'en nommer. On veut des noms. Ouais, on va toujours faire attention avec les noms. Troisième type de personne, la victime. Les victimes sont difficiles à identifier parce qu'on commence toujours par avoir de la compassion pour elles. Mais plus le temps passe et plus l'on comprend qu'elles ont besoin de nous tout le temps. Les victimes refusent toute responsabilité en faisant du moindre obstacle une montagne impossible à franchir. Elles ne pensent pas que les périodes difficiles sont des occasions d'apprendre et d'évoluer. Un vieux dicton dit « La douleur est inévitable, mais souffrir est optionnel ». Cela illustre tout à fait le côté toxique de la victime qui choisit de souffrir tout le temps. Tu remarques ici qu'on dit qu'il choisit de souffrir. Oui, qu'il choisit, mais je suis pas sûr que des fois elle choisit, peut-être parce que elle ne sait pas comment s'en sortir. Mais... Ouais. En tout cas, quatrième type de personne à éviter, l'égocentrique. La personne toxique, on le répète. Oui. Les personnes égocentriques, est-ce que tu en connais? Ben, ça aussi, des égocentriques, particulièrement dans certains milieux, il y en a beaucoup, des gros égos. Là. Alors, ceux-ci vous dépriment parce qu'ils ou elles sont distantes et froides. On se rend rapidement compte que l'on sort avec des personnes égocentriques. Elles nous font nous sentir terriblement seuls. Cela s'explique parce qu'elles n'ont aucun intérêt à entretenir un vrai lien avec quiconque. Nous ne sommes qu'un outil destiné à accroître leur estime d'elles-mêmes. Leur gros ego qui continue à grossir. Ouais. C'est ça. Cinquième type, le jaloux.
Chez les personnes jalouses, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Même quand il leur arrive quelque chose de bien, elles n'en tirent aucun plaisir. C'est parce qu'elles comparent leur bonheur à celui du monde au lieu de simplement trouver une satisfaction dans ce qui leur arrive. Et soyons honnêtes, il y aura toujours quelqu'un qui réussit mieux quelque part. Passer du temps avec des personnes jalouses est dangereux parce qu'elles vous apprennent à dévaloriser vos propres réussites. 6e type de personne, le manipulateur. Les manipulateurs pompent tout votre temps et votre énergie sous la façade de l'amitié, mais j'y reviendrai tantôt dans la seconde partie. Oui, on aura un petit peu plus de temps justement pour poursuivre les personnes toxiques. Merci à Volée Douce. À venir dans l'émission, notre collaborateur Bernard Saunier nous donne son point de vue sur le centre d'apprentissage santé et rétablissement auquel il participe. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec les personnes toxiques. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille maintenant notre invité, notre collaborateur, Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. On poursuit un peu sur le sujet du Centre d'apprentissage santé et rétablissement, un modèle du Recovery College dont on a parlé avec nos invités plus tôt à l'émission. Mes amis. Oui, Mireille et Alexandre. Mireille et Alexandre. Oui, qui nous ont justement expliqué un peu l'historique de tout ça puis comment ça fonctionne. Mais toi, tu as un exemple vivant de participants. De participants, oui, je participe. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi, je participe avec mon savoir expérientiel. Aussi, c'est ça. Je trouve important de le dire, ça aussi, parce que souvent, les gens qui ont une maladie mentale, ils vont se dénigrer, je dirais, ça, parce que... Mais mon savoir, dans le cadre de Recovery College, il vaut celui de n'importe qui est là. Mais t'es comme... Tu suis une formation, mais tu participes un peu plus peut-être que quelqu'un qui serait juste... On appelle ça co-construit avec les formateurs. OK. On travaille dans ce sens-là. Comment je te dirais ça, donc? Parce que ce que je te dirais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de matière. Ouais. Il y a beaucoup de stock. En 4 jours de formation, je pense qu'on fait le tour, mais il y aurait de la place pour... Il y a de la place pour autre chose. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué, puisque tu es toujours partant, je pense, pour les différentes initiatives qui sont intéressantes. Ça, c'en est une, là, qui sort de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Ouais. Je pense que... Comme Mme Piat, Mira Piat, c'est elle qui m'a emmené dans le chemin du rétablissement. Puis qui t'avait mentionné que ça s'en venait, quoi, la formation? Pas vraiment, mais j'avais entendu... Elle m'avait parlé de ça, le rétablissement. Elle voulait savoir si j'avais entendu ça, ce mot-là, dans mon milieu, le rétablissement. J'ai dit, moi, je me rétablis. Tu l'utilises depuis des années. Depuis des années, oui, c'est ça. C'était pas nouveau. Ça fait pour moi plus de 10 ans que j'entends. C'est pas nouveau pour moi, le rétablissement. C'est ce que j'ai dit. Tu baignes dans le rétablissement. Je suis dans le rétablissement. Puis, c'est ça, tu sais. Le rétablissement Recovery College, c'est beaucoup ça. C'est une histoire de rétablissement. C'est une histoire aussi, pour moi, si je parle de moi, c'est un gars qui n'a pas étudié. J'ai pas été à l'école. Puis c'est quelque chose, moi, dans ma tête, que j'ai beaucoup idéalisé. T'aurais aimé ça avoir eu peut-être la chance d'étudier plus. Mais avec ce qu'on sait de ton histoire, les gens qui connaissent ton histoire, je pense qu'on sent que c'est une période où t'étais peut-être pas en mesure d'étudier. T'étais pas en mesure d'étudier. C'est ça. Puis le Recovery College, dans le sens, le centre d'apprentissage santé et rétablissement, me permet ça d'étudier, puis de m'étudier aussi. Tu sais, quand je suis avec ces gens-là, je dis ces gens-là avec les partenaires. Quand je suis avec les partenaires, je peux un peu me regarder aller, un peu me raisonner, un peu voir ce que les autres pensent, un peu...
Et comment tu trouvais justement les groupes? Où est-ce que tu suis? Où est-ce que tu as suivi? En fait, on a suivi il y a eu 2 groupes qui étaient à l'Université de Montréal. OK. Au centre de l'éducation permanente, là, sur Jean Brillant. Ouais. Un endroit bien connu là, pour des pavillons de l'Université de Montréal. Ouais, puis il y en a eu 2 autres qui sont faits au pavillon Bédard à l'Institut. Mais c'était correct, là. C'est intéressant, comme disaient nos invités, là, Alexandre et Mireille, c'est qu'on essaie justement d'amener les gens dans des lieux plus dits de formation, tu sais, pour qu'on sente vraiment qu'on n'est pas on n'est pas comme stigmatisé nécessairement dans un endroit où les gens ont peut-être l'habitude d'aller. Là, c'est ça, tu sais, c'est de sortir aussi, le rétablissement, c'est ça aussi, c'est de sortir un peu de cet univers de maladie-là, de se dire, puis le mot qui me vient à l'esprit, c'est de se sentir, tu sais, de se dire, puis de se sentir, puis de voir que on vit quand même, puis on essaye de faire de notre mieux avec le Recovery College qui nous permet de nous ouvrir, de nous exprimer, puis nous permet d'ouvrir des portes à d'autres, puis d'avoir une certaine compréhension de la maladie mentale, puis de voir où c'était dans notre parcours, puis pourquoi. Dans ton cas, Bernard, donc participant et comme en fait, même tu t'impliquais un peu plus, peut-être que juste un participant qui reste là, puis qui écoute, puis qui apprend, mais ça se passait comment, en fait? Est-ce que c'est... En fait, il y avait des ateliers, on nous présentait des ateliers avec des espèces d'affiches, je sais pas trop comment, puis avec des noms, puis... Moi, ce côté-là, je l'ai pas. J'ai de la difficulté à t'expliquer comment ça se présentait. Ça se présentait comme ça. Plus précisément, j'ai essayé de... C'est pas un cours, comme nous disait Mireille, c'est pas un cours, là, on s'attend pas à un cours, là, comme un peu traditionnel. Non, où quelqu'un c'est pas... va, c'est comme je disais tantôt, c'est co-construit. Oui, c'est ça. Ça fait que chacun apporte sa pierre, puis on construit quelque chose avec ça, on s'en va. Moi, pour moi, le fait d'être là, ça m'amène un petit peu plus loin dans le chemin du rétablissement. Ça me permet de plus... peut-être de pousser jusqu'à un certain point, d'y aller encore plus, de dépasser peut-être oui, d'une certaine façon, c'est ça, parce que je te dirais que cette implication-là est importante aussi, comme bien d'autres que je fais. Elle est importante ici, pour toi et pour les autres. Pour les autres aussi. Mais pour toi aussi, parce que c'est ça, en le faisant, comme tu dis, comme ici, dans le fond, on fait des choses, ça nous apporte quelque chose, mais ça apporte quelque chose aux auditeurs. On essaye l'idée dans tout ça, moi, toujours dans tout ce que je fais, c'est toujours d'essayer d'aider. Ouais. Si je peux aider, je manque pas mon coup. Et si tu peux aider, ça t'aide. C'est ça. Effectivement. En donnant, on dirait que ça te revient, même si c'est peut-être pas ça le but premier, mais en le faisant, c'est ça. Tout le monde est content. Là. Oui, c'est bon. Comment tu vois la suite? Parce que je pense que... La suite, on devient... Là, avec ces 4 formations-là, on est en train de bâtir une formation, nous, nous autres, on a une triade parce qu'on a une étudiante qui travaille avec nous autres. On est 2. Une personne qui a un vécu expérientiel, puis une personne qui a un vécu théorique. Pas un formateur, mais quelqu'un qui étudie la question de la santé mentale. Un professionnel de santé mentale, finalement. Ouais. Puis là, on est en train de préparer une formation sur la stigmatisation. Où tu deviendrais formateur. Où je deviens co-formateur, effectivement. C'est intéressant. C'est ça, c'est bien intéressant. C'est de mettre en place puis de structurer ça pour... Exactement. Dans le fond, tout est un peu à faire parce que c'est tellement récent comme modèle. C'est le modèle du Recovery College. C'est tout le... C'est pas pour rien que je parle de stigmatisation, c'est de battre ça aussi, de cette idée-là que une personne qui a souffert est pas capable de rien faire ou ne pourra jamais rien faire. C'est pas vrai, là. On le voit, là dans le Recovery College, dans le centre d'apprentissage santé mentale. Tu le vois, il y a plein de gens
qui sont capables, puis qui le font, puis qui y vont, puis que c'est... On sent une maturité, tu sais. Je me reporte il y a 20 ans en santé mentale, puis on est tellement loin, là. Tu sais, tu te dis, des gens de tous origines vont participer à une formation, vont suivre, ou en tout cas amener leur grain de sel à la formation. Puis, c'est pas clair, tu sais, qui a un vécu en santé mentale, qui en a pas. Puis c'est correct comme ça. Tu sais, je trouve qu'il y a une maturité dans l'évolution de ça. Oui, c'est ça. Des fois, je me dis, si ça avait été comme ça il y a 30 ans, je sais pas, hein, mais en même temps, les choses arrivent. On n'aurait peut-être pas pu faire ça à ce moment-là, parce que même le fait de l'implanter comme ça, que tout le monde embarque, c'est peut-être un projet qui aurait été bien beau sur papier, mais qui aurait peut-être pas abouti. Puis là, c'est intéressant que tout le monde pousse dans la même direction. Je trouve Mme Briand, Catherine Briand, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de ça. Qui a cru, puis il y a eu beaucoup de travail pour implanter justement ça. C'est pas ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Non, exactement. Est-ce que tu connais d'autres gens qui ont aussi embarqué avec toi, tu sais, des gens qui ont un peu cheminé, parce que tu participes à plusieurs choses, que ce soit reprendre pouvoir ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connais? Non. Quand je suis arrivé là, j'étais pas mal... T'es pas mal le pionnier. Pas mal tout seul de ma gang. Ouais. Mais bref, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Parce que c'est sûr que les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez faire un pas pour leur établissement, puis vous voulez vous impliquer, je pense que c'est un bon endroit pour en apprendre plus sur soi, sur la maladie, sur les implications, ce que ça fait, ce que ça donne. Les gens qui veulent savoir plus, on rappelle aussi, c'est le Centre d'apprentissage Chanté et rétablissement. C'est ça Exactement. Le nom du modèle ici, qui est basé sur le Recovery College. On cherche ça sur Internet. C'est ça. Avant de terminer, Bernard, bien sûr, on peut toujours mentionner que tu es toujours prolifique encore en termes de... Toujours mon blog, www.legoulag.blogspot.com. Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais j'ai toujours de la difficulté de l'adresse. Mais t'es resté avec cette adresse-là parce que t'avais eu d'autres blogs avant, il me semble, mais ça, c'était comme... J'ai pas eu d'autres blogs, mais j'ai fait autre chose. T'as fait autre chose? Non, dis ça, t'écrivais des textes, en fait. J'écrivais des textes, mais c'était sur un site. C'est ça. Pas... Alors que là, t'as parti le blog... est resté, puis je pense que je suis encore bon pour le... Et le goulag, ça fait toujours penser un peu Le goulag, c'est toujours l'exil. C'est toujours l'exil, puis la zone un peu... La zone noire, grise, la zone des fêtes, des désemparés. Puis c'est un blog qui raconte aussi beaucoup ta vie, beaucoup tes émotions, parce que c'est une façon d'exprimer aussi. Mon blog, c'est mon sentier aussi, souvent. Oui, exactement. Souvent ça revient à ça. J'essaie d'exprimer ce que je sens. Puis on le dit souvent, tu sais, l'exutoire de l'écriture, tu l'as depuis toujours. Là, puis oui, ça, je pense. Ben, des fois, je me questionne là-dessus, mais dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un que je considère beaucoup, puis qui m'a dit qu'il y a une forme de doute que je ne devrais pas avoir. Ouais. Non, c'est sûr. C'est bon de douter, mais il y a des choses que c'est pas nécessaire. Là, quelque part, tu as créé quelque chose qui est à ton image, puis c'est assez unique. Fait que, tu sais, dans le fond, en le faisant, ça a comme créé quelque chose qui est toi. Tu sais, j'en connais pas beaucoup qui font ce genre de... Fait que c'est intéressant, continue dans ce sens-là. Je trouve que c'est vraiment bien. Ben, merci. Puis bonne chance pour la suite aussi, pour justement... J'en viendrai vous en parler. Oui, en tant que participant, justement, le modèle du Recovery College qui est bien implanté, puis qu'on va suivre, évidemment. Merci beaucoup, Bernard. Ça fait plaisir. À une prochaine. Bye. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Tel que promis, donc, on poursuit avec l'Espresso allongé, avec le sujet les personnes toxiques. Ça semble intéressant ce que tu nous mentionnes, Pierre. La question, moi, je me demande, est-ce que ça se peut une personne qui a toutes ces caractéristiques-là? Oui, ça sent une personne mal prise. Ça doit faire peur. Pas mal toxique, oui. Ouais. En fait, c'est d'après un article qui s'appelle « 10 personnes toxiques à éviter à tout prix », selon le docteur Travis Bradberry, qui est psychologue et co-auteur du livre « L'intelligence émotionnelle ». Alors, ce monsieur Bradberry nous dit... J'étais rendu au 6e type de personne toxique, le manipulateur.
Alors, les manipulateurs pompent tout votre temps et votre énergie sur la façade de l'amitié. Ils ne sont pas toujours faciles à gérer parce qu'ils vous traitent en ami. Ils savent ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait rire. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent ces informations. Ils ne font rien sans arrière-pensée. Les manipulateurs cherchent toujours à obtenir quelque chose de vous et si vous prenez du recul sur votre relation avec eux, ils ne font que prendre sans jamais donner en retour, ou très peu. Ils font tout pour vous convaincre afin de mieux vous détruire. Ça, c'est assez maladif quand même. Ouais. Ça, la seule chose à faire, c'est que tu fuis. Oui, parce qu'il faut vraiment... tu sais, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de personnes, mais il faut vraiment être méchant, tu sais, foncièrement, pour essayer de manipuler les gens comme ça. Je sais pas comment les gens peuvent faire au quotidien. Ces gens-là, ils s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. Ou ils en prennent un plaisir. Là, peut-être, c'est ça. 7e type de personne toxique, le détraqueur. Dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling, les détraqueurs sont des créatures maléfiques qui aspirent l'âme du corps et laissent les gens dans un état inhumain. Quand un détraqueur entre dans une pièce, tout devient sombre. Ils se mettent à faire froid et les gens se souviennent de leurs pires souvenirs. Rowling explique qu'elle a développé le concept des détraqueurs à partir de personnes très nocives, le genre de personnes qui ont la capacité d'arriver dans une pièce et d'aspirer toute la vie. Les détraqueurs aspirent la vie en imposant leur négativité et leur pessimisme à toutes les personnes qu'ils rencontrent. Ils voient toujours le verre à moitié vide et ils arrivent à instiller la peur dans n'importe quelle situation. Une étude de l'Université Notre-Dame en Indiana montre que les étudiants qui partagent leur chambre avec des colocataires pessimistes ont beaucoup plus tendance à développer des pensées négatives et même à déprimer. Ouais, ça devient épuisant, les gens négatifs. Sans être up la vie toujours, je trouve que c'est bien d'être positif parce que ça peut pas arranger les choses en étant négatif. 8e type de personnes toxiques, ce sont les pervers. Certaines personnes toxiques ont de mauvaises intentions. Elles trouvent du plaisir dans la souffrance et le malheur des autres. Elles sont là soit pour vous faire du mal, soit pour vous faire sentir mal, ou soit pour obtenir quelque chose de vous. Sinon, elles n'ont aucun intérêt à vous côtoyer. Le seul point positif avec ce genre de personnes, c'est que l'on peut comprendre leurs intentions assez rapidement, ce qui permet de s'en débarrasser plus facilement. Ouais. 9e type de personnes toxiques, les critiques. Les personnes critiques vous disent rapidement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elles sont très fortes pour trouver la chose qui vous passionne et vous la faire dénigrer. Au lieu d'apprendre des gens qui sont différents d'eux, les personnes critiques méprisent les autres. Elles étouffent vos passions et vos désirs d'expression. Alors mieux vous s'en éloigner et d'être vous-même. Et finalement, le 10e type de personne toxique, l'arrogant. En connais-tu des arrogants? Il y a une personne qui a beaucoup de ces caractéristiques-là. Je commence à me demander si ça n'existe pas une personne avec beaucoup de choses comme ça. Alors, l'arrogant, les personnes arrogantes sont une perte de temps parce qu'elles prennent tout ce que vous faites pour un défi personnel. L'arrogance, c'est de la fausse confiance en soi. Cela masque toujours une grande part de doute. Une étude de l'Université de Akron en Ohio montre que les personnes arrogantes ont souvent des tas de problèmes au travail. Elles sont moins efficaces, plus désagréables et ont plus de problèmes cognitifs que la moyenne. Maintenant, en conclusion, comment se protéger une fois qu'on a repéré ces types de personnes? Qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Et qu'on n'est pas à terre, parce que ça peut devenir épuisant. Tu sais, on rit beaucoup, mais c'est vrai que des personnes, des fois, qui vivent ce genre de cauchemar-là au quotidien, ça doit être dur d'avoir les ressources pour se débarrasser de la personne. Ça doit pouvoir te mettre à terre. Ouais, c'est ça. Alors, on nous dit que les personnes toxiques nous rendent folles parce que leur comportement est irrationnel. Ne vous méprenez pas. Leur comportement défie toute logique. Donc, pourquoi essayer de leur répondre et de se prendre à leur jeu? Plus une personne est irrationnelle, plus il devrait être facile d'éviter leur piège. N'essayez plus de les battre à leur propre jeu. Prenez vos distances et envisagez vos interactions avec eux comme des expériences scientifiques. Ou alors, vous êtes leur psy, par exemple. Vous n'avez pas à réagir au chaos émotionnel, juste aux faits.
Garder cette distance nécessite d'être vigilant. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous pousser à bout si vous ne reconnaissez pas les faits quand ils se produisent. Parfois, vous vous retrouvez dans des situations où vous devez vous ressaisir pour choisir le meilleur moyen de vous en sortir. Mais pas de panique, vous avez le droit de prendre le temps pour la faire. La plupart des gens pensent que, comme ils vivent ou travaillent avec quelqu'un, ils n'ont aucun moyen de contrôler ce chaos. C'est tout à fait le contraire. Une fois que la personne toxique est identifiée, son comportement devient prévisible et plus facile à comprendre. Cela vous permet de réfléchir de manière rationnelle pour savoir quand vous devez les supporter et quand vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez poser des limites, mais il faut le faire consciemment et activement. Si vous laissez faire, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Si vous posez des limites et que vous décidez quand et où gérer une personne compliquée, vous pouvez gérer le chaos. Mm-hmm. Alors, c'est ce qu'on nous dit en conclusion. Mais ton conseil aussi de peut-être essayer de le voir comme étant le professionnel qui observe quelque chose et de se sentir moins impliqué dans... C'est facile à dire, des fois, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est essayer de s'en détacher pour justement se faire moins envahir par tout ça. Merci beaucoup, Pierre. Donc, les personnes toxiques à Folie Douce, merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Et également, merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où on a mieux appris ce que c'est les personnes toxiques, 10 types de personnes toxiques. Alors, en prenant des notes. Il faut les identifier, puis ensuite on sauve. Avant ça, il faut les éviter, puis de ne pas retomber dans leur piège. Donc, merci pour tout ça. Je remercie nos invités, Mireille Bédard et Alexandre Charret, qui nous ont parlé du Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Et je remercie aussi notre collaborateur de longue date, Bernard Saunier, qui nous a parlé aussi de son point de vue par rapport au Centre d'apprentissage santé et rétablissement. C'était bien d'avoir les deux points de vue, finalement, de nos invités. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.